Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver. Nouveau départ, nouvelle saison pour moi femme et je sais que vous êtes restés fidèles. Je suis ravie de vous retrouver après cette pause et pour ce début de saison, nous faisons un focus sur les mamans. Porter la vie, donner la vie, c'est quelque chose de sublime. Être enceinte, ça s'accompagne de bouleversements et bien d'autres états, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Mais autour de cet état, il y a une certaine aura. Aux yeux du monde, la maman occupe une place particulière. La fin de grossesse se veut très intense, le moment où on se prépare à rencontrer le nouveau-né, le bébé qu'on a chéri pendant de longs mois. Puis, le postpartum. C'est là que débutent parfois de sérieux problèmes. Accepter ce nouveau corps au-delà du bonheur d'avoir porté la vie. C'est pour cela que nous avons choisi de réunir sur ce plateau des femmes. On aura une maman, psychothérapeute, qui vont parler de cet état. Comment arriver à faire le deuil de son ancien corps et arriver à accepter ce nouveau corps. Vous allez voir, c'est une épreuve qui demande beaucoup de patience et d'indulgence, surtout envers soi-même, au-delà des pressions sociétales. Je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve dans une poussière de secondes. Et d'entrée de jeu, on aura Marlise qui nous parle des femmes qui ont fait l'actualité de la semaine. Nous sommes donc de retour sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Marlise Ndoumbe. Welcome back après la longue pause. Après la longue pause, vous le dites si bien. Bonjour Adrienne, bonjour également à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être de nouveau sur ces antennes. Ouais, et vous nous revenez avec beaucoup de punch et Exactement. des femmes qui sont toujours devant de la scène et qui ont fait l'actualité. On commence sur une note triste ou plutôt gaie? Plutôt un tout, je dirais mitigé à la Ouais. limite. Mitigé parce qu'elle concerne autant les papas que les mamans. C'est une réalité à laquelle sont confrontés le grand nombre, en particulier les mamans. Et ça veut tout son pesant d'or en ce jour, veille de la célébration de la fête des mères. Il y a lieu de se poser une question. Où sont passés les papas? Ils sont les géniteurs, ils sont aux côtés de ces femmes-là pour accueillir la vie, mais vient le moment où la séparation avec l'un des partenaires arrive à leur donner de se désister de leurs responsabilités. Une question assez essentielle s'est tout de même posée grâce à Serge Bertrand ici. Où sont passés ces papas? Ces papas démissionnaires sont-ils exempts de la pression de la justice lorsqu'il faut pouvoir relever de toutes leurs responsabilités? Je pense qu'on va essayer de découvrir tout cela dans cet élément de reportage. Le reportage de Serge Il est Bertrand désormais courant de voir des mamans assumer toutes seules les charges relatives à l'encadrement de leurs enfants. Certaines, pour la plupart, sous le poids des pressions sociales, la peur des représailles ou même l'ignorance d'un cadre juridique de protection contre l'irresponsabilité du géniteur, se réduisent au silence. Le Code pénal prévoit pourtant des dispositions en la matière. Alors, cette protection se trouve dans le Code pénal, à son article 358, qui punit d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et bien entendu d'une amende le parent qui, sans motif légitime, se soustrait à ses obligations matérielles, frais de scolarité, pension alimentaire, les frais de santé et envers ses enfants. Il faut dire qu'elle peut également prononcer la déchéance de l'autorité parentale lorsqu'on estime effectivement que ce dernier a des moyens, mais qu'il ne veut pas, il n'émet pas la volonté pour pouvoir prendre soin de son enfant. Bien que le cadre juridique encadre la protection des droits de l'enfant, certains géniteurs irresponsables trouvent des moyens de contournement pour se soustraire à leurs obligations. Beaucoup de pères organisent volontairement leur insolvabilité, c'est le cas de le dire, dissimulent même leurs revenus pour échapper au paiement de la pension alimentaire. Dans ce cas, le plus souvent, le juge ne peut pas ordonner le prélèvement d'une somme que l'homme est incapable de produire. Donc, il sera difficile au juge de pouvoir prélever, en fait, d'ordonner qu'on puisse prélever une somme qu'on ne peut pas prouver. Déjà qu'on ne peut pas établir ni la provenance, qu'on ne peut pas établir le montant, parce qu'effectivement, ce dernier exerce dans le secteur informel. Au regard de l'importance de l'équilibre de l'enfant, le droit devrait être de l'avis de l'experte, le dernier rempart contre l'irresponsabilité des géniteurs. Je pense que de plus en plus, on devrait
à condamner sévèrement ces personnes qui se détournent de leurs responsabilités parentales parce qu'effectivement, à la limite, on dirait que c'est un crime parce qu'on ne sait pas ce que cet enfant deviendra demain lorsqu'il est abandonné comme ça à la merci, à la rue. Et puis, il est important de pouvoir poursuivre ces géniteurs qui sont, à ma foi, je ne vais pas dire indélicats, mais ces géniteurs qui sont des irresponsables notoires. Si la présence des deux parents ne garantit pas forcément l'épanouissement de l'enfant, elle reste néanmoins la condition idéale pour son encadrement. Et donc, tout acte de procréation devrait être un projet entièrement assumé par son auteur en toute responsabilité. Voilà, on revient et on comprend qu'il y a un cadre légal qui encadre justement la parentalité. Les deux parents sont appelés à s'occuper de cet être humain qui n'a pas demandé à être là. Donc les papas démissionnaires sont quelque peu interpellés, même si on a le sentiment parfois que la loi se veut un peu permissive ou flexible, où ils ne sont pas forcément inquiétés. J'aimerais tout de même souligner sur ce point que le ministère des Affaires sociales et celui de la promotion de la femme et de la famille se déploient véritablement sur le sujet. À la promotion de la femme et de la famille, par exemple, on se donne d'avoir à écouter les deux parties. La déléguée relevait qu'il y a certains papas qui, lorsqu'ils en arrivent à être irresponsables, c'est parfois aussi faute de moyens. Faudrait-il encore le vérifier? Parce que très vite, on a fait de se désister. Voilà. Est-ce qu'on a les moyens de vérifier cet état? Et lorsque... là, on peut aussi répondre. Hein. On n'a pas les moyens. Est-ce que la maman, elle, par contre, en a? On a. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas assumer, même dans un état de pauvreté générale? On suppose que les deux parents n'ont... Voilà. Exactement. On va peut-être poursuivre, Adrienne, si vous le permettez. Oui, ce n'est pas que ce cri que les mamans ont à pouvoir émettre, à savoir ramener les papas à assumer leurs responsabilités. Elles émettent aussi des cris face à une réalité qui est la leur depuis un bon moment au Cameroun, entre viols, entre disparitions d'enfants. C'est des phénomènes assez récurrents et même inquiétants, vous le dites si bien, à statuer sur le fait le plus récent, le 28 mai dernier, du côté d'Odza. La ville s'est véritablement embrasée. Justice pour Joyce Nawal, une jeune fille de 3 ans qui a été abusée, selon les premières thèses. Une fillette, exactement, qui a été abusée. Et de nombreuses mamans sont donc descendues sur le terrain pour exprimer leur indignation, dire finalement non à cet état de violence qui se veut être de plus en plus répété. Ce cri n'a pas manqué de réveiller celui de Divine Barga, la fillette également de 11 ans, décédée et des suites d'un abus. Exactement, exactement. C'est assez alarmant. Ça, c'était par exemple du côté de Kwabin. On ne va pas omettre le cas de Caroline Dial, 5 ans, qui également à Bouéa a été voilà, la vie lui a été ôtée. Ça nous remonte même quelque part en 2016, lorsqu'il faudra se souvenir de la colère des Takumbeng, où les mamans criaient à l'indignation. C'était peut-être dans un autre contexte, le phénomène de plus en plus recrudescent de la consommation des drogues. Ces mamans ont mené un seul combat, celui d'avoir à protéger, mais elles sont de plus en plus nombreuses à pleurer en ligne, pleurer en groupe et pleurer même dans les rues. Et ça, une seule question au bout des lèvres. Jusque quand cette situation finalement? En tout cas, ce sont des mamans qui ont décidé de ne pas se taire et de porter ce plaidoyer et démontrer aux yeux du monde cette colère sourde, contenue, parce que cette situation perdure depuis des années. Tout à fait. Et la recrudescence des abus, des violences sexuelles sur des enfants, que ce soit au niveau de la famille, dans les écoles, et même on arrive à se poser la question finalement, où est-ce que nos enfants sont en sécurité? Tout à fait. On va s'inquiéter lorsque les enfants sont à la maison, parce qu'au sein de la famille, ce sont des enfants qui sont abusés. À l'extérieur, on est tout autant inquiet. Je pense que les mamans, finalement, arrivent à bousculer un peu les politiques pour que les lois soient définitivement ou bien renforcées, pour que les auteurs ou bien les coupables de ces actes aussi atroces, abominables, soient sévèrement punis, pour que la loi soit intransigeante lorsqu'on imagine, on n'aimerait pas imaginer son enfant subir
toutes ces On en perd atrocités. le sommeil à la limite, on en perd le goût de vivre. D'ailleurs, sur le terrain, quelques avis récoltés par des mamans, entre autres, ce serait même de revisiter la perception d'éducation sur les enfants en bas âge. Déjà, le fameux tonton, le traditionnel tonton d'un voisin, d'un visage assez peut-être commun, connu de notre environnement. Les mamans sont arrivées à émettre désormais des réserves dans l'éducation et à dire que tout le monde ne s'appellera plus tonton pour mon enfant, parce oui. que finalement... On ne fait plus confiance, on ne sait plus à qui Voilà, faire confiance. exactement. Oui. Exactement. On poursuit, Marie. On poursuit exactement. Elle continue de faire l'actu et ne l'oubliez pas pour cette spéciale. Nous faisons véritablement une fleur aux mamans. D'ailleurs, on parle de postpartum, vous l'avez si bien annoncé en tout début d'émission. C'est une réalité assez difficile. Des chiffres sont d'ailleurs connus. En matière de consultation prénatale, une femme sur 3 n'en arrive pas à enregistrer des consultations prénatales de qualité. Lorsqu'on fait mention de qualité, c'est de l'accompagnement psychologique, de tout ce qui relève de cette période pré-maternité. Nombre de femmes ne sont pas en mesure de recevoir ces soins-là. Encore que lorsqu'il faut parler de postpartum, après l'accouchement, on enregistre une femme sur 3 quand même qui vit un état de dépression, dû certainement au changement du corps, par exemple. De toutes les façons, nous nous sommes rendus en semaine où les chiffres ont été exposés. Les experts sont assez clairs pour relever qu'il y a un énorme travail à faire lorsqu'il s'agit de parler de grossesse et de postpartum. Finalement, c'est une odyssée qui est loin de pouvoir se terminer. On écoute. Elles viennent avec des questions, parfois avec de la peur. Des futures mamans, des jeunes accouchés, réunis pour ces journées portes ouvertes. L'objectif, parler de ce qu'on cache trop souvent. Nous constatons que nous avons encore beaucoup de femmes qui, enceintes, ne font pas de visite, ne se rendent pas à l'hôpital. Et il faut dire, quand bien même celles qui s'y rendent, beaucoup encore ne font pas les consultations de qualité. Et vous savez, normalement, au Cameroun, nous avons suffisamment de personnel formé. Grâce au ministère, nous avons beaucoup de gynécologues et surtout beaucoup de sages-femmes qui sont habilités à conduire une consultation prénatale. Donc, nous appelons ces femmes à se rendre vers des personnels qualifiés et compétentes afin que le suivi de la grossesse soit optimal. Une femme sur 2 sans consultation prénatale de qualité, c'est de trop. Les consultations prénatales permettent de détecter l'hypertension, l'anémie, les grossesses à risque. Venir 4 fois minimum, c'est protéger la mère et l'enfant. La kinésithérapie a un grand intérêt à la maternité. Déjà qu'elle s'étend à plusieurs étapes, à la grossesse, pendant même la grossesse, après la grossesse également, qu'on appelle le pré, le postpartum. C'est-à-dire qu'il y a des modifications que se présentent chez la femme enceinte et dont le kiné est en mesure de remédier, comme des douleurs, des problèmes de statique. Et également aide aussi à la préparation à l'accouchement avec des mobilisations du petit bassin. Le suivi de la santé maternelle, au-delà des consultations prénatales, est un rendez-vous vital qui manque encore à la moitié des femmes. Mais l'alerte ne s'arrête pas après l'accouchement. Après la sortie du bébé du ventre, la femme doit faire 6 semaines avant de commencer la rééducation périnatale. Et quand le bébé sort par le chirurgie, c'est-à-dire par césarienne, elle va faire 8 semaines. Le temps que la cicatrice prenne, la plaie cicatrice avant de commencer la rééducation. Du coup, après ces séances, qu'elle est suivie, après l'accouchement, le périnée retrouve son tonus et puis elle se porte bien. De la consultation prénatale à l'allaitement, en passant par la rééducation du périnée, les experts ont tout expliqué. Leur message est clair, la santé maternelle ne s'arrête pas le jour de l'accouchement. Elle commence avant et continue après. 1 sur 2 sans suivi, 1 sur 3 en dépression, les chiffres sont là. En parler, c'est faire baisser la donne, car protéger les mères, c'est protéger toute une génération. Voilà, Marlise, vous l'avez dit, hein, protéger les mères, c'est protéger le monde. Exactement, en fait. exactement. Et je pense qu'on reste en droite ligne dans la thématique qui nous rassemble aujourd'hui. Et ce sont des femmes qui, au-delà de tous les chamboulements qui surviennent au moment de la grossesse, pendant, on devrait aussi intégrer l'après. Parce que l'après, c'est pas terminé. Du tout. Et je crois même quelque part que c'est une période beaucoup plus moins considérée
que l'avant-grossesse, mais ô combien importante parce que quelque part, elle change tout le cours de la vie d'une femme et on gagnerait de pouvoir marquer un intérêt là-dessus. On parle de réhabiter son corps, la santé postpartum. On va peut-être se permettre ce dernier élément qui est revenu sur des clés, pas des promesses, des promesses, comment je vais dire ça, qui sont loin d'être considérées, mais des clés assez importantes pour chacune de ces femmes-là qui pourront désormais accepter leur corps et pourquoi pas travailler à retrouver celui dont elles rêvent, disons-le ainsi, c'est possible. Mais les spécialistes ont relevé une chose, la patience. Les femmes manquent beaucoup de patience vis-à-vis d'elles-mêmes lorsqu'il faille même attendre ce changement-là. Je pense qu'au travers de ce reportage aussi, nous stations sur comment arriver à accepter son corps après la grossesse. Est-ce que je me reconnais encore? Une question que se posent de nombreuses mamans. En quelques mois, pour donner la vie, leur corps se transforme, puis change encore après l'accouchement. Le réhabiter devient un vrai challenge. Au niveau de sa peau, elle subit un véritable séisme. On va avoir la peau qui est tirée, on va avoir les vergetures, on va avoir la peau qui tombe, on va avoir le masque de grossesse qui est pas un des principaux éléments. Donc, il est nécessaire en fait de l'aider au quotidien à modifier toutes ces choses de manière à ce qu'elle puisse retrouver confiance en elle. Étape à étape, avec les bons gestes et les bonnes personnes autour, c'est le chemin d'un retour à soi, sans promesse miracle, mais des clés certaines. Premièrement, d'utiliser une protection solaire, c'est très important. D'avoir une routine simple mais efficace, à savoir utiliser un nettoyant en première étape, une lotion, des sérums. Et l'élément vraiment le plus important, ça va être la patience, mesdames. Il est très important de savoir que pour pouvoir avoir de réels résultats, c'est minimum au bout de 3 mois. Parce que la peau se renouvelle uniquement tous les 28 jours. Entre alimentation et bien-être, une maman qui se sent bien dans sa peau, c'est tout l'intérêt de ces échanges menés par plusieurs experts. Le thème cette année, c'est la santé et le bien-être en famille, qui est le socle de la famille, c'est la femme. Et pour nous, commencer nos activités 2026, on devra le commencer par les femmes, parce que ce sont elles en fait qui donnent la vie. Loin d'effacer les traces de la maternité, célébrer la fête des mères, c'est retrouver la fierté de les porter en paix, se regarder et de se dire « c'est moi et je vais bien ». Voilà, PDG, petite grande dame, petite dame grande. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Bonne fête des mères? Ah bah oui, il y a 4 personnes à qui je dois mes vergetures. Ah. Je vais les saluer peut-être pour leur dire qu'ils ont changé dans mon petit beau monde quand même. Anne, Samuel, Noah et Eliel. Bah écoutez, c'est maman qui est la star dès demain aussi. Plein de bisous. On vous souhaite beaucoup de câlins en famille demain. Merci Adrienne. Toutes les moments seront célébrés. Et comme vous dites, c'est un bonheur de les avoir, porter la vie, garder les traces de cette maternité-là. Oui. C'est tout un bonheur quand on arrive à accepter ce nouveau corps. Tout à fait. Merci Marie-Lise Doumbé. On vous retrouve samedi prochain. Samedi prochain, assurément. D'accord. Nous marquons cette pause et on retrouve dans quelques instants seulement nos invités pour la suite de notre échange. On parle de postpartum, comment accepter ce nouveau corps. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes bien sur Dash TV et j'accueille avec beaucoup de bonheur nos invités. Juste à côté de moi, Dr Sandrine Sanguet. Vous êtes psychothérapeute. Bienvenue. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir ici. Bonne fête des mères. Merci, bonne fête des mères également et plaisir partagé. Merci. On parle justement de la grossesse, les bouleversements, mais on va insister sur le postpartum, c'est-à-dire le bébé est déjà là. Normalement, on nage dans le bonheur, mais ce bonheur n'est pas forcément parfait comme on se l'imagine. Le postpartum, pour certaines mamans, c'est beaucoup de souffrance. Pourquoi ? Alors déjà, c'est une période de vie très particulière parce qu'on a donné la vie et ça, c'est pas anodin. Donc, ça fait des gros changements. Alors moi, je vais peut-être rester sur la sphère purement psychologique.
c'est d'énormes changements dans sa vie, surtout quand c'est la première fois. Et d'un point de vue biologique aussi, il y a beaucoup de chamboulements d'un point de vue hormonal. Et les hormones vont avoir une vraie action sur notre humeur et notre façon de percevoir ce qui nous arrive. Donc oui, c'est un moment très particulier et pour certaines, ça peut être compliqué de le traverser, d'autant plus que l'entourage a un grand rôle à jouer et en fonction de comment on est suffisamment entouré et compris, eh ben, ça va se passer plus ou moins bien. Dans tous les cas, toutes les mamans portent la vie, celles qui ont donné la vie, vivent ce moment de façon particulière. Chacune a son expérience, chacune a son histoire. Si nous réunissons 10 mamans, on aura 10 histoires différentes. Et c'est ça qui fait justement la beauté et qui crée aussi cet aspect un peu, même si on va se verser un peu dans la spiritualité parce que finalement, c'est à chacun. Quand on parle, c'est un état autour duquel il y a une certaine aura. Et chaque maman aura forcément son histoire à raconter. Et nous avons le plaisir d'accueillir Shinas Cathy Mahop. Bienvenue. Merci, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Plaisir est partagé. Bonne fête des mères. Merci. Alors, Mahop, Shinas est maman de combien? Maman de 3. Ouais. 2 filles et 1 garçon. Et les 3, c'est la même histoire, le même déroulé? Du tout. Du tout. Pour chaque enfant, il y a une histoire qui est particulière. Ouais. Les grossesses se suivent, mais ne se ressemblent pas. Elles ne se ressemblent pas du tout. Vous avez fait des écarts de combien? 2, 3 ans? Et là, c'est là que j'ai tout le problème. Parce que moi, je n'ai pas vraiment d'écart. J'ai entre la première et la deuxième, j'ai 11 mois. Waouh. Oui. Wow. Et maintenant, entre la deuxième et le dernier, je crois que j'ai 1 an et 9 mois. Ouais, ça veut dire que c'était vraiment des grossesses rapprochées, mais revenons à la première grossesse. Tout se passe bien tout au long. Comment s'est passée votre grossesse? La première grossesse, elle était vraiment difficile. Difficile parce que, voilà, on est d'abord en âge avancé. Ça, c'est pour les spécialistes et les médecins. On est en âge avancé. La première grossesse, à quel âge 35 ans. 35 ans. Oui. Généralement, les médecins parlent de grossesse à risque. Voilà. Donc, elle est déjà à risque. Je suis primipare avancée, cliniquement. Donc, c'est un peu plus difficile à gérer, premièrement. Et moi-même, je vis un mal-être qui est profond. C'est-à-dire que la venue de cet être n'est pas toujours acceptée dans mon corps. C'est difficile, mes 3 premiers mois étaient les plus difficiles. Vous êtes dans le déni ou qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi qui suis dans le déni, je sais pas, mais c'est difficile dans mon corps d'accepter la venue de cet enfant. J'arrive pas, je perds l'appétit, je perds du poids, je perds des forces, je suis carrément alitée. Et puis, à un moment donné, d'autres idées vous passent par la tête. Vous vous dites, est-ce que c'est toujours une grossesse ou alors c'est autre chose? Parce qu'à la fin, on se dit, pour une première expérience, on n'a jamais vécu ça avant, donc on ne sait pas comment ça arrive. On se dit, bon, pour une première, ça aurait été une belle chose, ça aurait été... Vous imaginez autre chose, voilà. La grossesse, donc vous vous dites, c'est un bonheur. Quand vous regardez les téléréalités, c'est toujours beau. Donc vous vous dites, moi aussi je vivrai tout ça. Ma première grossesse, c'est un beau rêve. Mais donc, on arrive à un cauchemar. Et du coup, à ce point, oui, oui, parce que j'ai perdu 8 kilos mes 3 premiers mois. Les 3 premiers mois. Au lieu d'en prendre, parce que normalement, les médecins parlent de 2 à 3 kilos les 3 premiers mois normalement, mais vous en perdez jusqu'à 8. Oui, j'ai une perte d'appétit qui va jusqu'à 3 mois. Waouh. J'ai pas d'appétit. Donc, c'est compliqué. On a des vomissements permanents. On se demande si... Ça, le film de la grossesse, si on ne nous a pas trompés quelque part. En fait, vous n'aviez pas été préparé à vivre les malaises, les chamboulements. Ouais. C'est ça la difficulté peut-être de nos réalités africaines, c'est que très souvent, on n'est pas préparé à la venue de l'enfant, à tous les niveaux, que ce soit la grossesse, que ce soit le postpartum. Très souvent, les parents ne sont pas préparés. Est-ce que, là, on écoute Shinas qui parle d'un état où elle se pose la question, est-ce que c'est simplement une grossesse? On a carrément une maman qui n'en peut plus,
qui se dit peut-être même il vaut mieux qu'à un moment ça s'arrête. Oui, je pense que là, c'est vraiment là, parler d'un problème d'information parce que c'est très courant d'avoir ces symptômes. Justement, les 3-4 premiers, c'est très courant. Voilà. Ça n'a rien de déceptionnel. Est-ce que c'est pas forcément... on sait automatiquement que les 3 premiers mois, le temps que votre corps accepte cet être qui grandit en vous, et ça s'accompagne de malaise, nausées et autres, est-ce que on ne pêche pas justement en n'expliquant pas aux mamans sur ce qui va se passer ces 3 premiers mois, 90 jours, mais il faut avoir de la force physique et morale pour pouvoir tenir. Oui, tout à fait. En fait, je crois, comme je disais, c'est un problème d'information parce que c'est plutôt, on va dire, le pourcentage de femmes qui n'ont pas de symptômes est faible. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais quand même, la grosse majorité a ces symptômes-là qui sont connus, perte d'appétit, vomissements, nausées. Il y a des femmes qui se baladent avec un petit bocal parce qu'elles n'arrivent pas et donc tout le temps elles doivent rejeter. Voilà. Donc oui, je pense qu'on gagnerait. Chacune son histoire. Moi, 90 jours, à peine je finis une bouchée que je pense déjà à la prochaine. Donc je ne sais pas ce que c'est que les malaises. Donc j'en redemande. Plus c'est sucré, plus c'est gras, plus c'est bon. Donc du coup, forcément, c'est pour ça que je disais que chaque maman a son expérience et son parcours. Maintenant, puisqu'on est en plein dans la grossesse, est-ce que les suivants, vous étiez déjà préparés à mieux gérer cette première partie, ce premier trimestre? Après, je veux dire qu'après le premier trimestre, j'étais plus rassurée parce que le médecin m'avait vraiment encadrée par rapport à ça. J'étais plus rassurée et puis ça allait beaucoup mieux. Je crois que, comme je disais, l'accompagnement en vaut la peine. L'accompagnement joue pour beaucoup parce que c'est un état difficile. C'est un état dans lequel on a peur de tout, on est carrément vulnérable à tous les niveaux, à beaucoup de niveaux en tout cas, de sa vie d'être humain. Et du coup, on a besoin de cet accompagnement. On a vraiment besoin de cet accompagnement psychologique. On a besoin d'être rassuré parce que... Et votre entourage? Mon entourage, vous étiez comprise? Mon entourage a joué pour beaucoup. Je crois que si j'ai tenu, c'était à 90%. Grâce à mon entourage, parce que moi-même j'aurais lâché à un moment parce que je ne comprenais plus rien. C'est comme j'ai dit, c'était vraiment difficile à m'interroger à des moments si c'était vraiment seulement la venue d'un être humain dans mon corps ou c'était autre chose. Mais mon entourage a vraiment mieux géré que moi et ça m'a vraiment aidée. Et comme j'ai dit, l'accompagnement clinique aussi a été un grand apport. Dans tous les cas, si vous êtes enceinte en ce moment et que vous nous regardez, il est possible, si vous résidez dans la ville de Douala, de vous rendre à l'hôpital La Cantine de Douala où on a récemment mis en place tout un cadre pour préparer les mamans, mais aussi les papas, justement à la venue de cet être humain. Et je pense que c'est quelque chose de bien et les mamans en ont besoin, surtout les mamans primipares, parce que les premières fois, mon Dieu, on est en aventure sans forcément savoir à quoi s'attendre, quelle sera l'issue, comment ça se passe, et on évolue à l'aveuglette, au fil des conseils, à gauche, à droite. Ouais. Ça ne devrait pas être comme ça. Et depuis quelques mois, au niveau de l'hôpital La Cantine de Douala, il y a des groupes de parole de femmes, de mamans, de jeunes mamans, encadrés par des sages-femmes et des experts, des gynécologues, où vous pouvez au moins poser des mots sur ce que vous ressentez. Vous pouvez être écouté. Et si vous nagez dans le bonheur parfait, parce que c'est toujours très doux d'avoir le papa à côté de soi dans ces moments-là, malheureusement, toutes les femmes n'ont pas cette chance-là, mais si vous avez la possibilité, n'hésitez pas. Ça changera beaucoup de choses dans la suite de votre parcours. Bon, on va poursuivre avec Chinas. Une fois on passe au postpartum, une fois le bébé est là, on a porté la vie, on est heureux. On imagine à 35 ans devenir maman
peut-être on avait déjà cette pression-là, l'âge qui passait, le bébé est là, vous êtes célébrée aux yeux du monde, vous êtes maman. Comment est-ce que ça se passe les premiers jours après quand on vous a remis bébé entre les bras? Premières secondes. Les premières secondes sont les meilleures de votre vie. C'est la joie, c'est qu'on imagine ce qu'on a longtemps attendu, ce qu'on a longtemps imaginé. On a rêvé même d'être là et puis c'est là. Donc c'est le rêve accompli. C'est une très belle chose qui vous arrive. Vous vous demandez comment ça peut se passer. Est-ce que c'est vous? Vous êtes dans l'extase en fait. Bah, tiens, je suis maman. Voilà. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Ouais. C'est la plus belle chose. Et tout de suite après, on revient à la réalité. Bah, revenir à la réalité, c'est quoi, China? Revenir à la réalité, c'est que bébé ne fait pas ses nuits. Il faut gérer. Et revenir à la réalité, c'est qu'on te dit, bon, l'enfant, il est né le matin, donc il va dormir en journée. La nuit, il sera éveillé. Et c'est ce qui arrive. Et puis après, vous avez votre vie normale à continuer. Donc, rien ne s'arrête parce que vous avez eu votre bébé. Mais vous n'êtes pas préparé à ça. Donc, vous vous dites, vous aurez toujours votre matin normal, vous aurez votre sieste. Et non, que non. Il faut apprendre à limiter la sieste. Sinon, elle n'existe plus parce que vous devez gérer votre bébé. Et puis après, vous avez... Bien peut-être l'instant où la première fois on se regarde dans le miroir. Et puis après, vous avez cette réalité. Un jour en passant, vous vous dites, ah, c'est moi. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai plus l'air d'être moi. Et à vous, vous en prenez même à votre mari. Hein, vous lui dites, mais tu ne m'as pas dit que j'ai changé. Mais attends, c'est pas le plus important. Sur le coup, c'est ce qu'on te dit, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as pris 7 kilos en plus. Rien ne passe plus dans le corps. Tes petites tenues d'habitude. Il faut refaire la garde-robe. Il faut renouveler la garde-robe. C'est dur. Et renouveler comment? Là, on ne sait plus ce qui peut aller avec. Vraiment, il faut se réapproprier son corps. Le bassin qui a changé. C'est horrible. China. Oui, mais je parle d'une expérience personnelle. C'est horrible. Je ne parle pas d'une rêverie. Je parle d'une chose que j'ai vécue. Et donc, c'est vraiment difficile. Ça, c'est ce qu'on ne nous a pas dit. C'est difficile parce que vraiment, tu as envie de... Est-ce que, à un moment donné, ce que vous découvrez, ce nouveau corps, vous êtes choqué? Est-ce qu'il vous vient à l'idée de vous dire, je me cache? Peut-être il faudrait que je trouve, que je sois un peu comme si je suis transparente. Vous avez le sentiment que le regard de l'autre vous pèse? Le regard de l'autre, un peu, mais j'ai comme beaucoup plus une culpabilité de peut-être moi qui ne sais pas faire les choses. Sérieusement. Surtout que vous voyez sur les réseaux sociaux, les femmes, après 1 mois... Après 2 mois, le ventre est plat, elles sont toutes... Vous avez gardé le ventre d'après grossesse combien de temps? J'ai gardé le ventre d'après grossesse. Il repart, il revient. Donc, je ne sais plus vraiment. J'ai gardé le ventre les 4 premiers mois. Après, j'ai repris mon corps. Et puis, quand vient la deuxième grossesse, et puis le corps repart et il revient. Et puis, la troisième grossesse est là. Et puis là, on perd le contrôle. Le corps est arrivé, il n'arrive plus. Ouais. Et là, c'est difficile. C'est là que vient vraiment le vrai... Vous avez eu la totale ou une partielle? C'est-à-dire le ventre mou, le bassin transformé, les vergetures, vous avez eu la totale? Non, la partielle parce que j'ai vraiment pas de vergeture. J'ai pas de vergeture à proprement parler, je n'en ai pas. Mais j'ai le ventre, j'ai le bassin, j'ai tout ce qu'il y a autre que les vergetures. On est en plein dans le postpartum, la réalité. Hein. Est-ce que ce choc vient du fait que finalement, au-delà du fait que les mamans n'étaient pas préparées à cette transformation, n'arrivent pas à faire, elles n'ont pas encore fait le deuil du corps d'avant? C'est ça. En fait, beaucoup de mamans ne réalisent pas que c'est un passage. Un passage, c'est un passage.
Oui, on peut aussi séparer le mot passage. Et ce passage vous amène vers une autre vie. Donc l'idée, c'est effectivement de faire garder la vie qu'on a eue avant, mais de comprendre qu'on est passé à autre chose. À autre chose. C'est un nouveau palier. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé votre présentation au début. Vous avez dit que chacune le vit à sa manière. Et vous avez même parlé de spiritualité. Et je vais revenir dessus parce qu'il s'agit réellement aussi de ça. La grossesse et surtout l'enfantement, pour moi, c'est un chemin d'initiation. Et ce chemin d'initiation, ça nous force à revenir à une certaine réalité. Peut-être qu'on s'est un peu perdu avec les injonctions sociales, avec des standards auxquels il faut répondre et tout. Et la vie nous ramène à ce qui est vraiment important, à ce qui est essentiel. Et pour nous forcer, entre guillemets, moi je l'interprète un peu à ma manière, mais je vous dis comment je trouve que c'est très intelligent de la part de la vie. C'est qu'est-ce qui va nous forcer à nous poser et peut-être à nous imposer des questions, à nous poser des questions. C'est peut-être ce changement de corps qui va perdurer un certain temps et qui va nous interpeller. Moi, je me souviens que vous parlez de 7 kilos en plus. Moi, j'en ai pris 18 à la première grossesse. Bon, je suis tombée enceinte, je ne pesais pas 50 kilos. Je crois que j'ai bien récupéré entre-temps. Et pendant plus d'1 an, je passais devant le miroir, je disais, c'est qui ça? Je ne me reconnaissais pas. Mais par la suite, je n'étais pas encore psychothérapeute à l'époque, voilà. Mais par la suite, ce que je peux comprendre, c'est que la vie est bien faite et que pour nous forcer à nous arrêter, à nous poser les bonnes questions. Peut-être moins concentré sur le superficiel. Exact. Et à se focaliser sur ce qui est essentiel, cet être qu'on a porté. Exactement. Revenir à l'essentiel. Parce que cet être qu'on porte, qu'on a porté et qui est maintenant là, lui donner toute notre attention, mais ça nous permet aussi de revenir à nous. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Et je crois que c'est important de parler de cet aspect dont on ne parle généralement pas. Que ce soit les vergetures, le ventre mou, le bassin, la prise de poids, c'est normal. Et il faudrait peut-être que les femmes arrivent à accepter cet état et à être indulgentes envers elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je ne vais pas forcément rentrer dans cet aspect-là. Par contre, je sais que notre corps, il nous parle en permanence. Et donc là, il nous parle beaucoup plus fort que d'habitude et il nous demande de nous arrêter pour l'écouter. Et le corps, il est très intelligent. Ça, c'est vraiment super important de le comprendre. On ne nous l'apprend pas habituellement, mais le corps a une intelligence incroyable. Ce n'est pas le moment de se focaliser sur le corps. C'est le moment. Le bébé a besoin de toute votre attention et vous aussi, à ce moment-là, vous avez besoin, vous, d'être présente à vous pour pouvoir être présente au bébé. Donc, le corps passe un peu au deuxième, ce n'est pas ce qui est le plus important. Et si on s'autorise à vivre l'instant de l'essentiel, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, le corps va se modifier, on va changer nos habitudes, on va recommencer à faire du sport, mais naturellement, sans trop se forcer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a lâché prise sur un standard de corps qu'on aurait voulu avoir, le corps d'avant, les habits qu'on portait avant et tout, mais on a compris qu'on a fait un pas sage, on a changé de palier et du coup, on joue, j'ai envie de dire, dans une nouvelle cour. J'ai envie de dire... Voilà, donc c'est un peu cette approche que... Dans tous les cas, ça sous-entend changer le regard critique qu'on a sur soi, se concentrer sur cet être que le corps a porté. Ça peut aider justement à accepter qui on est désormais. Parce que être maman, c'est tout un panel. Si on devrait aligner tout ce qui rentre dans le mot maman, je pense qu'on va s'étendre jusqu'à la fin de cette journée. On n'en finira pas. Maintenant, à ce moment, quel était, au-delà du fait que vous ne vous acceptiez pas, est-ce que vous avez été aidé par votre mari est-ce que ça a eu un impact dans votre vie intime avec votre mari? Je dirais non.
Pas vraiment, parce que il a plutôt fait ce que le docteur a dit. Il a plutôt fait le passage, c'est-à-dire qu'il a plutôt intégré que le plus important, c'est pas ce que je deviens là, ce qu'il voit. Le plus important, c'est ce que j'ai porté. Le plus important, c'est le défi qu'on a relevé, de porter la vie et d'arriver à son terme. Il se dit que bon, le reste, ça c'est secondaire, c'est subsidiaire. On s'est focalisé sur l'essentiel. Du moins, lui s'est focalisé sur l'essentiel et il n'a pas fait vraiment cas de ma prise de poids ou de... C'est moi qui passais le temps à m'exclamer. Hein. Et lui, vraiment, il trouvait que c'est pas nécessaire, Vous êtes plutôt chanceuse parce qu'au-delà, vous avez eu la chance d'avoir un partenaire de vie qui est dans l'acceptation et même, surtout même la responsabilité, parce que quelque part un enfant on ne fait pas seul, c'est un parcours, c'est un cheminement à deux, et autant vous êtes transformé, autant votre partenaire de vie est transformé. Si on le vit en symbiose, d'une façon ou d'une autre, il y a un impact sur les deux parents. Maintenant, on va parler de cette pression sociétale sur les mamans, aidée par la mode, aidé par les réseaux sociaux. Au bout d'un mois, 2 mois, on a des mamans, surtout des jeunes mamans, qui vont se présenter, des influenceuses qui auront le ventre plat au bout de... Mais est-ce que, si on est focalisé au vu de cette pression, est-ce qu'on peut guérir justement de ce postpartum-là? En fait, guérir, ça veut dire déjà qu'on a l'impression qu'on est malade, ce qui n'est pas le cas. C'est juste changer de perception, d'angle de perception. La plupart des problèmes qu'on a quand on est adulte, je veux dire psychologiques. Hein. Moi, je vois des adultes aujourd'hui, mais ce pourquoi ils me consultent, la plupart du temps, ça s'est passé les premières années de leur vie. Sauf qu'on ne se rend pas compte que ce sont les années de l'impact. Alors, si on est focalisé sur son corps et pas assez sur son enfant et sa relation à l'enfant, on peut rater des choses qui ne vont pas se voir tout de suite, mais qui vont se voir à l'âge adulte. D'où, vraiment, c'est un enjeu incroyable. Et à partir du moment où on se rend compte que le corps n'est pas la priorité, là, de l'instant, il est en santé. Ne l'oublions pas. C'est un processus naturel. Il y a eu pas mal d'hormones qui ont bouleversé un peu son fonctionnement et consorts, mais c'était parce qu'il fallait préparer la venue d'un enfant, il fallait le faire grandir en soi. C'est pas anodin. C'est pas parce que, en fait, nous avons le malheur de considérer que ce qui a de la valeur, c'est ce qui est rare et c'est ce que les autres n'ont pas. Et à partir du moment où on a de la valeur, on peut passer à côté parce que tout le monde l'a. C'est pas parce que beaucoup de gens arrivent à faire des enfants que ça n'a pas de valeur. C'est une valeur inestimable. Voilà. Donc c'est vraiment revenir, se détacher un peu des diktats, on va dire comme ça, de la société et revenir à soi, à son propre raisonnement, son propre discernement et réaliser qu'on a une chance inouïe d'avoir donné de la vie et comment le vivre à fond. Qu'est-ce qui est vraiment important à ce moment-là? Donc je pense qu'on n'est plus dans la question de comment retrouver mon corps, du moins pas dans les médias, mais comment je capitalise, comment je sais pas comment dire, comment j'ai investi cette relation au mieux. Voilà. China, se passer le choc de cette découverte, de ce nouveau corps, comment est-ce que se fait le déclic? Quand? Pour que vous arriviez à vous dire, finalement, c'est je suis maman, je suis belle, je suis moi. Je m'accepte, j'avance. Quand survient le déclic? Le déclic, ça c'est naturel. Je veux dire que c'est à un moment donné, on finit par comprendre que c'est nous qui sommes les acteurs de cette réalité. C'est pas beaucoup le fait de ce que les gens disent, c'est pas trop le regard des autres. C'est vous qui vivez votre vie, c'est vous qui passez par une très belle étape, parce qu'en même temps, si vous vivez des jugements des autres, vous ne vivez pas, parce qu'il n'y a que vous, vous n'avez pas une autre, il n'y a pas de pièce de rechange, hein, je suis désolée. La vérité est que
Si vous apprenez à vous accepter, les autres vous acceptent comme vous-même vous l'avez appris. Hein. Le regard que si vous avez soumis. imposé qu'on vous accepte, on vous accepte. Hein. Mais si vous acceptez de vous imposer le regard des autres, vous allez vivre pour leur regard. Et là, c'est difficile. Le déclic vient du fait que vous vous dites, mais attends, 3 maternités, c'est pas le chocolat. Je dirais même que je suis très belle. Parce que 3 maternités, ailleurs, peut-être ça fait pas le poids que j'ai. Peut-être pour d'autres, elle se plaint de quoi? Elle est toute jolie, elle a pas 100 kilos. Je suis désolée. Peut-être ailleurs, Et 3 même, maternités, c'est plus. Et même. Et quand bien même ce serait le cas, Voilà. on reste une mère. C'est ça le plus important. Ce qui vient après, c'est se réapproprier sa personne et puis ses choix. C'est tout. Accepter la réalité et la vérité. La plus belle des choses, c'est être maman. Je crois que ça n'a pas de prix. Le reste, on peut se faire. Surtout éviter de sombrer dans cette spirale imposée par le diktat de la mode, s'accepter, faire de soi sa propre priorité. On doit arriver à rester et à rentrer dans cette bulle-là et à se dire, à 18 ans, j'étais moi. Aujourd'hui, peut-être à 20 ans ou bien à même 18 ans, je suis devenue maman entre-temps. Je suis toujours moi, ça n'a rien changé à qui je suis. Exact. Donc, le moi intrinsèque n'a pas changé. C'est juste peut-être l'aspect physique. Encore que cet aspect physique garde les traces de ce magnifique cadeau que nous offre la vie, cet être qu'on a porté. Et il faudra que chaque maman, à un moment donné, arrive à se dire, mon ventre, il est strié par les vergetures, le ventre tout comme mon dos, peut-être même mes cuisses, peut-être même mes bras, peut-être même ma poitrine. On s'en fout, finalement. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Alors maintenant, c'est vrai qu'on peut se dire, moi je me mets un peu à la place des téléspectatrices, oui, mais c'est facile de le dire, dans les fêtes c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile dans les fêtes. Je sais pas, je peux donner peut-être une ou deux astuces. Oui. Voilà. Moi, ce que je recommande, c'est juste de ne pas se mentir. Si je n'arrive pas à m'accepter aujourd'hui, je dis, ok, je reconnais que je ne m'accepte pas et je respire dans les ressentis que j'ai. Si on fait cet exercice aussi souvent que nécessaire, on le répète, c'est surtout la régularité et la constance qui vont faire que petit à petit, on va être très étonné. Moi, je dis tester, expérimenter. Bon, on fait un exemple, c'est-à-dire voilà. Moi, peut-être à la maison, je suis dans cet état, j'arrive, je ne me supporte pas ma tête dans le miroir. Après la maternité, qu'est-ce que je fais? Voilà, si je peux me mettre devant le miroir et je vois que je ne m'aime pas, je ne supporte pas. Eh bien, je respire dans ce sentiment. Je ne me cache pas la figure. Je ne me dis pas non, il faut que je m'aime. En fait, ce sont les injonctions qui sont difficiles à vivre en réalité. Je peux reconnaître que là, je ne m'aime pas. Et c'est juste respirer avec la réalité de ce que je ressens aujourd'hui. Ça ne correspond pas à ce que la société nous demande de faire. Il faut s'aimer. Enfin, on a plein de trucs comme ça. Et là, je ne correspond pas. Je dis, OK, je ne correspond pas. Et c'est OK. Donc, c'est déjà une première forme d'acceptation du présent, de ce qui est, de mon corps. Même si je ne suis pas en train d'accepter, j'accepte que je n'accepte pas mon corps. Ça, c'est vraiment la première étape. Mais au fur et à mesure qu'on va répéter cet exercice, même si on le fait 1 fois par jour, au fur et à mesure qu'on va le répéter, un beau jour, on ne sait pas pourquoi, c'est « Ah, je suis belle ». Un beau jour, on se trouve belle. Un beau jour, on trouve qu'on a tel endroit qui est beau. Parce qu'on a appris à s'accepter. Ce corps, il nous a amenés là où on est. Non, je comprends qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de la validation de l'autre pour exister. Exact. Ouais. Donc du coup, c'était un peu la deuxième astuce. La comparaison, c'est un des plus grands tueurs. Ouais. À partir du moment où on veut se comparer à qui que ce soit, on est unique. Vous l'avez dit, il n'y a pas de pièce de rechange, il n'y a pas de... On est unique. Inutile de se comparer. On a une histoire différente, on est comme... Ça, c'est vraiment ce qu'il y a. La deuxième astuce, c'est éliminer les comparaisons ou alors s'observer à nouveau. Là, je suis en train de me comparer. OK, j'accueille. Je respire. Du coup, je ne suis pas dans l'image que j'aimerais avoir de moi, mais je me reconnais tel que je suis aujourd'hui sans me mentir. Et ça, déjà, je peux
me célébrer pour cette honnêteté, même si ça ne correspond pas à mes standards, à l'idéal d'image que j'aimerais projeter aux autres. Déjà se reconnaître soi avec sa réalité, honnêtement, et respirer dedans et s'accepter. S'accepter, ce n'élude pas le fait qu'on peut, par exemple, à partir de vos astuces et bien d'autres, avoir une certaine routine qui nous permet de mieux rentrer dans ce nouveau corps-là. Est-ce que vous avez eu une routine par la suite? Je peux dire que la routine, c'est de chaque jour me regarder et de me dire, j'ai quand même traversé 3 maternités. J'en suis sortie forte. J'en suis sortie avec mes séquelles parce que chaque étape de la vie, elle a ses cicatrices. Hein. Donc, vous ne pouvez pas sortir d'un duel au moins sans transpirer. Donc, je porte ma sueur, je porte mes défis, je porte mes challenges. Même si aujourd'hui, c'est difficile de croire que je fais le corps que je fais, même si à des moments ça me heurte et que ça me choque, il faut quand même que j'admette que la vie passe à autre chose. La routine, c'est que tu t'adaptes à ton nouveau corps. Si tu avais l'habitude des petites tenues, tu te passes à des tenues amples, tu passes tu revois ton visage. Si tu as grossi du visage, tu revois des tenues qui vont avec, des coiffures qui vont avec la forme de ton visage. Tu te réappropries ton corps parce que la réalité, c'est que on ne va pas emprunter le corps d'autrui. On va rester avec le nôtre et donc il faut se réapproprier. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des tenues larges par rapport au corps qu'on a désormais. Il faut accepter peut-être pour d'autres même le pied pouce. Hein. Moi, j'ai des expériences d'autres mamans qui vous disent... vous avez parlé des 18 kilos. Sur mes maternités, j'en prends 20. Voilà. Et au-delà. Et du coup, j'ai le pouce qui va faire la taille d'une cuisse de poulet. C'est sans blague. Hein. Je ne peux pas mettre de bijoux. Je ne peux rien faire. J'ai la tête qui va grossir. J'ai le ventre. Tout, du moins. Vous faites la totale. La totale. Et quand on sort d'une grossesse avec plus de 100 kilos, on imagine le challenge qu'il y a derrière parce que le ventre, il va rester après que bébé soit accueilli. Le ventre, il reste toujours comme si vous attendiez un nouveau bébé. Ouais. Donc, du coup, il n'y a plus de petites culottes parce que forcément, ça ne marche plus. Voilà, il faut porter quelque chose qui arrive carrément là sous les seins et la poitrine aussi. Donc, mais au-delà de tout, quand on arrive, comme vous l'avez dit, à se focaliser sur cet être, parce que en tant que maman, ma force, c'était vivre chaque instant de la croissance de mon bébé. Et ce qui m'a facilité la tâche, c'était l'apprentissage au goût. Dès 5 mois, commencer à faire des petits repas pour bébé, c'était ça qui me motivait, qui m'amenait à me lever tous les matins à me dire, je vais voir si elle va aimer cette purée aujourd'hui. Ah, ça, elle aime bien. Demain, je pourrais associer avec telle chose. Et ça a été tout un cheminement qui, au finish, arrive à se faire oublier toute cette transformation-là, a devenu une autre personne. Et je pense que toute maman devrait peut-être avoir... c'est vrai que ce n'est pas automatique. Il ne faudrait pas qu'on se mette aussi la pression et se dire l'autre, elle arrive, et voilà, le faire, moi, je devrais. Non, ce n'est pas comme ça. S'écouter. Voilà. S'écouter, je pense que c'est la chose à faire. Oui, je veux rajouter que la réalité, c'est que on fait nos enfants, mais on s'aime un peu trop. Parce qu'à dire vrai, le challenge du corps, c'est parce qu'on est toujours en train de penser à nous. Ouais. C'est un peu trop égoïste de se dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui on doit partager notre vie, mais on ne veut pas accepter véritablement la vie à deux. Bah, on veut le beurre et l'argent du beurre, en fait. On veut une omelette sans forcément casser les œufs. C'est le prix aussi à payer dans ce processus-là, parce que c'est quand même d'énormes changements. Si on regarde seulement cet utérus qui accueille cette vie et tout le bassin qui subit tout ce poids tout au long de la grossesse, il faut être indulgente, il faut être patiente envers nous-mêmes, mes chères mamans, parce que c'est carrément une magie qui s'opère en nous.
Parce que je suis sûre que pour les mamans qui nous regardent, le premier contact avec bébé a quelque chose qu'on ne peut pas décrire. On ne peut pas parce qu'en une fraction de seconde, ça efface toutes les douleurs. On oublie même à quoi, si on vous demande à l'instant à quoi ressemblait la douleur du travail, ou bien même du travail qui vient de s'achever, vous ne pouvez pas décrire, vous n'avez plus les mots, vous ne savez plus poser les mots. Voilà. C'est une expérience qui est particulière. Et à chaque fois, c'est pas comme si quand vous avez fait votre premier bébé, ou alors quand vous avez fait une fille, lorsque vous ferez votre garçon, vous allez vous dire « Ah, je passe par là tout le temps ». C'est jamais pareil, c'est à chaque fois une expérience particulière, c'est magique. Et puis, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Je crois que à un moment donné, il faut se dire que le plus important, c'est ce que j'ai porté, c'est ce par quoi je suis passée. Et puis après, il faut bien que je porte le poids de ce que ça doit apporter. Parce que une maternité ne serait pas facile. Sinon, je crois que... Et on ne devrait même pas, on n'a pas loin de nous l'idée sur ce plateau de vouloir généraliser et se dire les maternités, c'est tout ce qu'il y a de beau. Non, non. Il faudrait qu'on soit juste. Il y a certains moments qui le vivent très mal et qui, après même la naissance, prennent du temps avant d'accepter même cet être qu'elles ont porté. Oui. Ça aussi, oui. Il faudrait qu'on en parle. Ces moments qui passent par des étapes de souffrance, dépression postpartum, elles sont nombreuses. Donc, il faudrait qu'on sorte de cette logique, la société ou bien le contexte africain, on arrive à voir des gens dire à des mamans, ce n'est qu'une grossesse. Oui. Tout à fait. C'est dommage. Voilà. Non, c'est beaucoup plus je pense que tout ce qu'on a dit jusqu'ici montre à quel point c'est un moment très particulier et c'est pas parce que plusieurs personnes sont en mesure de le faire que ça en perd sa valeur. Ou bien parce qu'on a vu sa maman le faire en allant au champ, comme on aime à le dire, qu'on se dit que la jeune fille à côté peut faire pareil. Oui, alors, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'on n'est pas allé interroger les mamans pour savoir comment elles l'ont vécu. Je pense que si on interrogeait vraiment les mamans, la vie avant n'était pas évidente. Je ne veux pas revenir forcément sur sur les générations précédentes, mais je crois qu'on ne laissait pas beaucoup parler nos émotions. On les refoulait. Et du coup, on était un peu à côté de notre vie. Parce que la vie, c'est aussi les émotions qui nous traversent à chaque instant, puisqu'à chaque instant, nous sommes traversés par des émotions. Et si on ne laisse pas, la vie s'exprime, en tout cas, elle prend vie en nous à travers les émotions. Et si on ne les exprime pas, si on ne les laisse pas vivre en nous, et bien quelque part, on coupe un peu la vie en nous. Est-ce que ce n'est pas le lieu peut-être de dire qu'il est important d'être préparée avant même d'être enceinte, d'être accompagnée pendant la grossesse, d'échanger avec des mamans et d'être aussi accompagnée après la naissance. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'accompagnement, c'est à tous les stades. Et dans l'idéal, c'est vrai qu'on peut prendre des avis un peu comme ça, des personnes qui sont passées par là, qui ont de l'expérience et tout. Mais autant que possible, je dirais aussi des professionnels parce que c'est particulier, parce que chacun pourra dire ce qu'il a vécu, comment il a vécu, mais avec ses propres biais, ses propres blessures, alors que les professionnels, ils ont une approche un peu plus... Est-ce que ce qu'on apprend à l'école, le déroulement du grossesse, forcément, une jeune fille peut se contenter de ça et se dire c'est à ça que ressemble une grossesse? Non, ça suffit pas, c'est trop peu, on en parle peu. Alors, je connais pas les programmes les plus récents, mais on n'en parle pas vraiment. Donc, non, c'est pas suffisant. On parle de l'aspect purement clinique sur pratique. Voilà. Non, mais c'est pas suffisant. Il y a ce côté psychologique auquel c'est important de se préparer. Chinas, avant d'être maman, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous le dise? Avant d'être maman, j'aurais aimé qu'on me dise, du moins qu'on me prépare à tous ces défis dont j'ai parlé ici, à mon corps qui n'accepte pas toujours, à ce petit choc, quelquefois, qui arrive lorsqu'il y a peut-être une interruption dans votre parcours pour que la vie entre, une autre vie entre en vous. Souvent, ce chamboulement de choses qui arrivent
qu'on m'accompagne, qu'on me dise que voilà, deux fois la grossesse, c'est pas le chocolat. Et donc, c'est pas novelas. C'est pas toujours gai, c'est souvent c'est des challenges, c'est des difficultés, c'est accepter que son corps n'est plus pareil. La grossesse va vous amener à avoir peut-être beaucoup d'appétit après, c'est la prise de poids, c'est accepter que vous ne serez plus sur vos talons. Ça veut dire que peut-être si vous êtes une grosse modeuse, de baisser un peu le temps, de vous accepter encore peut-être en chaussures plates pour un bon bout de temps. J'aurais aimé qu'on me dise que après ça, vous pourrez, en accouchant, vous pourrez avoir des difficultés parce qu'il y a des grossesses difficiles, il y a des accouchements aussi difficiles, il y a des challenges liés à l'accouchement, il y a des challenges liés au postpartum. Après, qu'on vous dise que peut-être vous pourrez avoir une déchirure en passant, qu'on peut vous faire une césarienne et tout. Parce que toutes les femmes qui vont accoucher se disent qu'elles vont accoucher normalement. Aucune, en prenant sa grossesse, ne peut se préparer à une césarienne. Mais ce qui est sûr, nous ne sommes pas toutes pareilles dans nos réalités. Et donc, quelquefois, il faut qu'on nous dise que voilà ce qui vous attend. Le bébé, vous allez partager votre vie désormais, vous allez partager vos émotions, vous allez vivre peut-être une belle expérience, mais elle a aussi ses défis. Il faut respecter... Surtout que les défis postpartum n'éludent pas le panel de responsabilités qu'incombe à la maman. Elle est en plein stress, mais elle doit pouvoir être là pour résoudre X ou Y chose. Est-ce qu'on arrive à vous poser la question de savoir comment est-ce que vous allez? Vous pensez que... quelquefois, dans ce contexte-là, on arrive à se demander si vous allez bien ou bien vous avez le sentiment que vous êtes attendu sur plusieurs points, surtout que vous avez eu des grossesses rapprochées. Il y a les plus petits, les plus grands qui attendent toujours d'avoir la même maman. Oui, effectivement, et qui n'acceptent pas d'être considérés comme grands. Ils se disent, ils sont trop petits pour être grands, et donc nous sommes tous bébés, mais tu veux en faire trop, maman. Qui était déjà propre retombe dans... Ah oui. Ouais. Il faut recommencer à mettre les couches. Oui, il te dit, mais maman, tu me laves comme tu laves mon petit frère. Maman, les chaussures, là, c'est pour le petit frère. Elles ne vont pas m'aller. On essaie les chaussures d'un nouveau-né. On en demande un peu plus à chaque fois. Et vous devez toujours être à la hauteur. À un moment donné, c'est comme un burn-out. Mais est-ce que vous êtes prêt? Si vous lâchez, il n'y a pas d'arrière. Donc, vous devez tenir, et c'est ça le vrai challenge. Je crois que le plus gros challenge du postpartum est psychologique, parce que vous devez trouver la force en vous pour surmonter tous les autres défis. Et puis, quand vous êtes maman de plusieurs, pour assumer peut-être encore votre vie professionnelle, et puis encore peut-être votre foyer, votre vie de couple, c'est tellement lourd qu'à un moment donné, on se dit, mais maman, elle est super maman. Elle n'est pas juste maman, parce que les enfants, ils n'ont pas notre psychologie de savoir que maman... Les enfants ne savent pas que maman est fatiguée. Les enfants ne savent pas que maman, elle est faible, elle est vulnérable, non? Pour les enfants, maman va toujours bien. Chez nous, on dit que maman n'est jamais malade. Donc, même quand maman est malade, maman doit tenir. C'est ça la plus grosse difficulté d'une maman, être forte à toutes les étapes. Être forte, est-ce que ce n'est pas finalement ça aussi le piège de beaucoup de mamans? Oui, je pense qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je répète souvent aux personnes que j'accompagne ou en conférence et tout, c'est: à chaque instant, je fais de mon mieux avec les moyens que j'ai. Donc, c'est aussi pouvoir dire, bon, j'y arrive pas, c'est OK. Parce que, voilà, j'y arrive pas. Et du coup, ça permet de lâcher prise et d'accepter aussi des imperfections. Parce que souvent, on veut être... On met les standards un peu élevés. Et ça nous met beaucoup de pression, ça nous demande beaucoup d'énergie, alors que se dire, OK, là, bon, je suis un être humain. Oui, on peut lâcher prise, ne pas, par exemple, faire
repasser le linge, Voilà. laisser la maison en l'état. Voilà. Ouais. Voilà, tout à fait. Je ne sais pas si je peux raconter une petite Oui, anecdote oui. dans ce sens. Oui. Donc, c'est une dame qui nous racontait qu'elle elle est allée rendre visite à son frère qui habitait à l'étranger. Et la première chose qui l'a frappée, c'est que la maison était très en désordre. Et elle s'est dit, waouh, c'est incroyable. Et la maison était en désordre, mais la mère donc sa belle-sœur se levait à des heures, voilà, elle faisait sa grasse matinée. Puis quand elle se levait, elle marchait, voilà, elle esquivait, voilà, le désordre, voilà, en marchant. Et elle s'est dit, waouh, mon frère, il est tombé où là? Donc, elle se disait que ça allait très mal se passer. Elle attend que son frère rentre le soir. Et elle voit le frère qui rentre et qui, pareil, tout l'état de désordre, il traverse comme ça. Et il a un bouquet de fleurs à la main et il dit aux enfants, allez chercher maman, j'ai un cadeau pour elle. Il dit, mais moi qui me tape le ménage tous les jours, ma maison est propre et tout, j'ai jamais eu de fleurs, de cadeaux. Et j'arrive ici, la maison n'est pas en ordre, les enfants savent qu'ils se démerdent un peu seuls et tout. Et en plus, elle a le mari qui lui apporte un cadeau. Donc voilà, c'est un peu ce côté de lâcher prise. Je ne dis pas d'aller jusque-là, mais en voilà. face, on avait un mari qui peut-être est dans la compréhension. Exact, c'est de ça qu'il s'agit. Et qui comprend que sa femme n'est pas la super maman qui doit être sur tous les fronts, le bébé là, le ménage, assuré. Elle n'est pas parfaite. Voilà. On peut l'accepter telle qu'elle est. Rien ne presse. On va le faire quand ce sera nécessaire. Et c'est vous qui venez à la maison, si vous êtes gêné, bah tant pis. Voilà, c'est ça. Et puis après, on organise avec les enfants, on commence à ranger, on fait des trucs. Voilà, ça devient quelque chose de... voilà, c'est toute la famille qui est impliquée. Et ça rend et ça crée du lien, ça renforce en tout cas le lien. Donc c'est tout bénef. Dans tous les cas, c'est peut-être le lieu de dire au moment lorsque vous êtes fatigué, apprenez à lâcher prise. Hein. Exact. C'est très important parce que lorsqu'on veut être sur tous les fronts, très vite on risque de sombrer dans la dépression. Et c'est dépression qui est sournoise. Faites gaffe. Et ne vous mettez pas finalement trop de pression, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, Chinas. Oui, je crois que se mettre trop de pression, c'est porter au-delà de ce qu'on peut. Parce que la réalité est que la maternité est déjà assez difficile. S'il faut se mettre d'autres choses au-dessus, c'est vraiment se créer un autre univers. Ce qu'on n'a pas dit sur ce plateau, c'est qu'au-delà du corps qu'on a, c'est tout beau de voir à la télé quand on met bébé au sein, mais ça s'accompagne aussi de douleurs. Ça peut s'accompagner de douleurs. Ouais, c'est atroce. Moi particulièrement, je vis très mal l'allaitement parce que les crevasses pour moi c'est hyper douloureux et chaque fois qu'il mettre bébé au sein, pour moi, c'est un supplice parce que j'appréhende le moment où on va te dire il faut nourrir le bébé. Parce que imagine une plaie et la petite bouche qui va encore revenir, accentuer. Et la première fois, on se retrouve parfois à saisir la tête du nouveau-né, à plaquer là de peur qu'il ne retire. Donc, le postpartum, c'est beau, mais c'est des défis pour la maman. Et on devrait apprendre à respecter cela et à être dans la compréhension, aider les mamans dans ces moments-là, ne pas toujours être en train de les juger dans une logique de comparaison. Chacune a son histoire, chacune a son parcours. Ce que je vis n'est pas forcément... Le vôtre peut être idyllique. Je peux avoir tout le confort nécessaire, mais je n'aurai pas le même bonheur que vous. Donc, forcément, il faudrait... l'idée, en préparant cette émission, c'était arriver à dire aux mamans, arrêtons de nous mettre la pression. Nous ne sommes pas parfaites. On fait ce qu'on peut, un pas après l'autre. Exact. C'est tout à fait ça. Un pas après l'autre. Les pressions sociétales, ça ne manquera pas. Ouais. Elles vont se présenter à nous sous diverses formes. Qu'on soit, ça peut venir du partenaire de vie, ça peut venir de l'extérieur, ça peut même venir en milieu professionnel, on ne sait pas. Mais comment justement se placer au-dessus
de toutes ces pressions-là, lorsqu'on trouve la formule, je pense qu'on est à l'abri de beaucoup de choses. Exact. Je pense que c'est déjà comprendre que c'est nous qui... on n'est pas victime, en fait, sauf si on décide de l'être. Très souvent, on ne se rend pas compte qu'on a décidé d'être victime. On n'est pas obligé d'accepter ce que la société nous propose. L'enjeu, c'est qu'on a besoin, on a peur d'être rejeté parce que le besoin d'appartenance est très fort. Mais c'est vraiment comprendre que je suis en insécurité parce que j'ai vraiment ce besoin d'appartenance qui est fort et comment je peux le vivre et pour pouvoir me détacher progressivement des injonctions de la société. Mais je n'en suis pas victime. C'est vraiment, à partir du moment où je prends cette responsabilité, je prends conscience que c'est ma responsabilité de dire si ce que je ne suis pas une victime, à partir de ce moment-là, petit à petit, je peux chercher les moyens, même si je ne sais pas encore à l'instant comment y arriver, mais je peux chercher les moyens de m'en détacher parce que je ne suis pas une victime. Chinas, est-ce que dans tout ce que vous avez vécu, vous avez déjà eu la chance d'avoir une figure, peut-être pas maternelle, mais tout au moins qui l'incarne, avec laquelle vous avez échangé sur tout votre ressenti? Oui, j'ai une amie avec qui je partage mes réalités et mon challenge, le challenge quotidien de la maternité. C'est vrai que le vivre avec quelqu'un qui est encore dans sa vie de solitaire n'est pas évident. C'est plus facile avec une autre maman qui, elle aussi, a ses réalités, peut-être qui n'a pas le même nombre d'enfants que vous, mais qui tout au moins partage aussi les mêmes challenges. Moi, j'ai partagé une amie qui, elle, a une vie professionnelle intense et qui doit aussi parer à sa vie de mère et puis d'épouse en même temps et avec un mari qui n'est pas toujours présent, qui vit à l'étranger. C'est pas évident. À un moment donné, vous avez l'impression d'être une maman solo parce que le mari, il n'est pas toujours là. Et donc, chacune ses réalités. Et puis, avec elle, c'est plus facile de se dire à la vie, à un moment donné, on ne peut pas tout faire, on fait ce qu'on peut. Et puis, le reste se fait tout seul. Parce que à devenir un super-héros, on peut finir à la casse. À ça, on finit à la casse. C'est le terme. Je crois que le mot était juste. Donc, je crois qu'avec elle, c'est un partage de défis quotidiens entre la pression du travail, la vie de mère, la vie de couple et le foyer la maison qu'il faut gérer. Il y a la pression de tes factures qui t'attend. Il y a les enfants qui ont leurs envies. Et vous êtes là au milieu de tout ça et de vous dire « Ah, ma sœur, à la fin, nous aussi, on vit. Hein. Donc, on ne va pas s'arrêter. » Quel est le temps qu'on prend pour soi-même dans tout ça? Dans tout ça, il faut prendre des pauses. Le temps qu'on prend pour soi, c'est le temps de souffler. C'est le temps de respirer. C'est le temps de s'arrêter. De voir que vous n'êtes pas nul. Vous êtes une maman. Parce qu'en réalité, dans toute votre routine, ce qui est sûr, vous avez une vie qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente. Moi, j'ai le souvenir de mes nièces qui me disent souvent « Mais Tata, tu sais que ta maison n'était pas comme ça avant ta maternité. » Méticuleuse, voilà. J'étais pointilleuse. Surtout, voilà, tout devait être rangé, maniaque, carré. Oui. Carrément. Et puis après, on te dit tu es devenue très souple avec les enfants parce que le ton a baissé aussi. J'étais très dure, Tata. Tu sais que ça changeait. Qu'est-ce qui a changé finalement? Vous avez appris à lâcher prise ou... J'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à laisser les choses parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se tenir sur tout. Encore qu'à avoir 3 enfants, chacun a sa personnalité, il y aura un qui va vous casser les pieds, prends le malin plaisir à le faire. Et il y aura un autre qui est tout carré, comme vous le souhaitez. Et un petit dernier qui est le mélange des deux.
Vous avez ma première fille qui est le mélange des deux. Vous avez la deuxième qui casse les pieds. Et puis vous avez le garçon qui est vraiment votre apaisement. Je souffle. Il ne pleure pas beaucoup, il est gentil, il est doux, il est calme, il fait ses nuits. Oh mon Dieu, enfin j'ai une nuit normale. Et donc, ça fait 2 ans que tu n'as pas de nuit normale parce que tu as des enfants qui se réveillent tous les jours dans la nuit. Et donc après, quand tu as un garçon qui dort, tu te dis enfin. Il ne pleure que s'il a faim. Oh là. Le langage décodé, son langage est plus simple qu'avec les autres. Donc avec lui, la vie devient un peu plus simple qu'avec les 2 premières. Et donc, au moment où vous vous dites que vous n'êtes pas seul dans ce combat, vous avez, même vos enfants vous écoutent. Même la nature vous écoute. Parce qu'à la fin, il y a toujours une chose qui vous ramène, qui vous apaise, qui vous adoucit et qui vous fait du bien. Ah, voilà, c'est un message tout tendre qu'on adresse ici aux mamans dans ce qui paraît parfois être ce chaos. Oui, parce qu'il faudrait placer ce mot, parce que parfois ça s'assimile à un chaos. Dans cette configuration-là, arrivons, je mets parce que je ne suis pas exclue, arrivons à trouver la formule idoine pour être juste en cohérence avec nous-mêmes. Indépendamment de tout ce qui vient comme bruit extérieur, tant que vous êtes cohérente avec vous-même, je pense que ça va aller, parce que lorsque vous essayez de rentrer dans une case, c'est là que ça devient complexe et compliqué. Il y a plus de chances de se perdre dans cette bataille à vouloir être comme les autres veulent que vous soyez. On ne fait pas des bébés pour faire plaisir à son partenaire. On fait des bébés d'abord pour soi, parce que c'est un cheminement. C'est arriver à accepter que je suis prête, parce que c'est votre corps. Et aussi, il faudrait qu'on se le dise, le nombre de bébés, il faudrait que vous-même, vous soyez à même d'accepter que je suis prête à faire ce nombre de bébés, parce que c'est votre corps. C'est votre psychisme qui est affecté. C'est à vous de prendre les bonnes décisions. Tant que vous faites des choses pour faire plaisir aux autres, il y a beaucoup de chances que vous passiez à côté de votre vie. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre votre vie, vous vous retrouvez en train de subir votre vie. Et c'est ce que nous souhaitons éviter. Et si cette émission peut contribuer ou à changer votre regard sur ce que vous vivez, c'est que nous avons atteint notre objectif. Exact, c'est ça, c'est-à-dire faire évoluer le regard de comment on perçoit ce qui peut nous arriver. Si je vais juste résumer un peu ce que vous avez dit avec d'autres mots, c'est vraiment... les mots de l'experte. Hein. Alors, donc vous avez parlé de cohérence, moi je vais parler aussi d'alignement. Vraiment sentir, quand je dis aligné, comment je sais que je suis alignée en ce moment, c'est est-ce que mes pensées sont cohérentes avec mes émotions? Est-ce que mes pensées et mes émotions sont cohérentes avec mes actions? Donc, on peut se poser de temps en temps la question, et puis on le sent dans le corps. On sent que c'est détendu. On sent qu'on est en train de faire ce qui nous va, ce qui nous correspond. Ce n'est pas évident. Hein. Moi, d'emblée, je vais dire que ce n'est pas toujours évident, mais ce n'est pas tant de le réussir plutôt que de se le proposer régulièrement. Voilà. Et à force de se le proposer, on va se retrouver en train de le réussir de plus en plus. On va sortir de cette émission, Chinas, en se disant simplement que être maman, c'est un parcours, mais au-delà de tous les chamboulements qui accompagnent ce passage, au-delà de tous les chamboulements, il y a ceci de magnifique, l'être qu'on a porté est là. Trouvons la force en ces êtres-là pour sublimer ce qui vient par la suite, porter, et on va rester accroché sur votre conseil, c'est-à-dire focaliser notre regard sur, au lieu de le focaliser sur le corps, sur ce qu'il devient, on devrait le focaliser sur ce petit être qui est né et
en le focalisant, peut-être ce plan d'amour va aider à mieux s'accepter, à accepter ce corps-là. Éviter peut-être d'être trop critique envers soi-même. Oui, éviter d'être trop critique. S'accepter parce que c'est un passage qui nous donne qui prend beaucoup sur nous. Passer par donner la vie, c'est un gros sacrifice. Donc, ce n'est pas anodin de se dire que voilà, j'ai fait ça et puis je suis quand même, ça mérite un trophée. Voilà, donc je me dis, si vous considérez votre enfant comme votre trophée, par exemple, je vais faire cette analogie pour vous dire que vous voyez que vous êtes une vraie guerrière. Donc, vous avez gagné la Coupe du Monde. Vous avez gagné la Coupe. Vous avez gagné la Coupe du Monde des mamans. Et dans le cas de votre bébé, vous pouvez être rassuré, vous êtes la meilleure des mamans. Voilà. La plus belle. Il n'y en a pas deux. J'ai jamais vu d'enfant, à moins qu'on ait des problèmes, un enfant choisit une autre que sa maman. Donc, il y a ce lien-là qui fait que vous gagnez forcément la Coupe du Monde. Et, on va commencer par se dire, on fait le deuil du corps d'avant. Et on intègre que notre corps a accompli un exploit en portant la vie. Il est normal qu'il garde les traces, les vergetures, le ventre mou, flasque, oui, comme vous voulez, mettez-y tous les mots que vous voulez. Le bassin qui est bedonnant, oui, tout ça. Les bras qui lâchent, la tête qui n'est plus la tête des 18 ans. Mais on s'en fout, mesdames, on va se permettre de le dire. On s'en fout, maman. Est-ce que je peux rajouter peut-être une petite image par rapport à ce corps qui est chamboulé? Si on regarde une terre qui, après les récoltes, comment est la terre? Elle est presque sèche. Elle est surtout toute retournée. Toute retournée. Oui. C'est une terre fertile, en fait. C'est une terre qui donne de la vie. C'est une terre qui nourrit. Voilà. Ce corps, c'est un corps qui nourrit. Et la nourriture n'est pas seulement matérielle. Elle est d'abord spirituelle. D'abord l'esprit. Et c'est vraiment voir ce corps-là comme ce qui va me nourrir de l'intérieur. Et la beauté ne va plus venir de l'extérieur, mais elle va se construire, grandir de l'intérieur. Et à l'extérieur, on va rayonner. Ça, c'est certain. Merci, mesdames. Et Shinas, je vais le dire avant de conclure. Je regardais tout au long de l'émission et je me disais, mais combien vous êtes magnifique. Waouh. Merci, merci. Oui, vous êtes étonnée. Merci. Moi, j'adore ce black magic. C'est saisissant et c'est bien. Merci. Proud to be African. Je revendique cette africanité. Merci d'être là. Merci. Vous êtes tout autant magnifique. Bonne fête des mamans. Merci beaucoup. Et je pense qu'on ne se le dit pas souvent, combien nous sommes belles. Ça, on ne voit pas souvent les femmes se le dire et c'est le lieu de le dire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour vous de m'avoir invitée. Je veux oser dire que quand je suis arrivée et que je vous ai vue, j'ai dit waouh, qu'est-ce qu'elle est belle alors qu'elle n'a pas de cheveux. Donc voilà, ça me permet, je ne me serais pas permis, mais comme vous êtes, on en est là. On est relax, voilà, donc voilà. Comme dans des groupes de parole de femmes ici, on vient comme on est et on agit comme on est. On reste soi. C'est le leitmotiv sur ce plateau. Gentil. Merci. Tout aussi belle. Merci. Et vous qui nous regardez à la maison, vous êtes magnifiques autant que vous êtes. Chacune a son histoire, vos vergetures, nos ventres flasques, tout. Vous êtes maman, vous êtes sublime. Aimez-vous, c'est tout ce que nous avions à vous dire. Mesdames, Messieurs, on se dit, comme d'habitude, ne change pas. Rendez-vous dans 7 jours, ça passe très vite. Et pour les habitués, on ne perd pas la main. Akiba.